Bien, je vous souhaite la bienvenue au Centre d'interprétation des mammifères marins, donc on va appeler communément le CIM. Donc, on vient de rentrer, on rentre là, actuellement dans notre salle d'exposition. Bien, justement, notre thématique, c'est beaucoup sur les baleines, autant donc sur leur biologie, sur leur vie. On est aussi un centre d'actualité, donc on se tient au courant des nouveaux développements, des nouvelles recherches, puis sur la conservation aussi, des baleines. En fait, on est chanceux au groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. On travaille avec un sujet qui est vraiment attractif, c'est les baleines. Tout le monde aime les baleines, ou en tout cas, il y a quelque chose de fascinant. C'est des géants, on les connaît, mais on les connaît si peu finalement. Pourtant, c'est les plus gros animaux de la planète. Actuellement, au large, on a des rorquals communs qui sont présents. On a aussi quand même plus d'une dizaine de rorquals à bosse qui sont présents dans le secteur. Rorquals bleus aussi, qu'on a observé des individus. Puis, bien sûr, bon, on peut pas oublier nos belugas ici dans le secteur. Une espèce qui vit ici à l'année, et c'est le beluga. Et même à l'intérieur du secteur du Saint-Laurent, il y aura quand même de petites migrations qui vont être effectuées. Pendant l'été, on est centré autour d'ici, dans le secteur de Tadoussac. Mais pendant l'hiver, elles vont se déplacer un peu plus en aval, dans la portion là, qui s'élargit un peu de l'estuaire du Saint-Laurent, mais elles ne vont pas quitter le Saint-Laurent. Qu'est-ce que font les belugas? Donc, c'est d'essayer de comprendre leur comportement pour être capable de mieux comprendre comment les différents stresseurs, donc on pourrait penser à la navigation de plaisance aussi, à la présence d'embarcation, au bruit, comment ces différents stresseurs-là modifient leur comportement. C'est ça qu'on appelle les fanons d'une baleine. Donc, une partie des baleines auront justement ces structures-là dans la bouche. Ils n'ont pas de dents du tout. À la place, cette structure-là, qui est en fait faite de la même matière que nos cheveux, nos ongles, vont leur servir à filtrer leur nourriture. On étudie aussi les rorquals à bosse, les rorquals communs et les rorquals bleus. On a déjà été plus actifs dans ces sphères-là. En ce moment, le GREM est beaucoup plus concentré sur les belugas, mais on poursuit notre travail de photo-identification des grands rorquals. L'espèce petit rorqual, c'est pas parce que c'est le bébé. C'est un petit rorqual adulte. C'est un animal qui va peser entre 6 et 9 tonnes. C'est environ 2 éléphants, mais on dit qu'il est petit. Parce que ça fait partie de notre patrimoine. D'avoir des baleines ici, des belugas depuis plus de 10 000 ans, ça serait extrêmement triste de perdre cette beauté-là. Mais on peut aussi penser à la valeur écologique de ces animaux-là dans la chaîne alimentaire, dans la vie des écosystèmes. Les baleines, en se nourrissant, vont finir par rejeter des nutriments avec leurs excréments. Ces nutriments-là vont capter le gaz à effet de serre, le CO2. Ça va couler au fond, on va donc capter beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, il y a un rôle dans la lutte au changement climatique qui est peut-être pas immense, mais qui est quand même là. Leurs excréments, c'est aussi riche en nutriments, donc c'est bon pour le phytoplancton, les algues, qui vont ensuite nourrir le zooplancton, donc le krill, qui va ensuite nourrir les poissons, qui va nourrir les baleines. Donc, ils font partie d'un espèce de grand cycle de vie vraiment important. Ça serait un peu comme perdre le meilleur engrais des océans et donc le meilleur engrais de la vie des océans. Ça serait risquer beaucoup de perdre les baleines. On a certaines espèces qui vont très, très bien. Les rorquals à bosse, un peu partout sur la planète, les populations de rorquals à bosse ont réussi à se rétablir. Donc, il y a eu de la chasse intensive de baleines et les rorquals à bosse, eux, les mesures de protection ont bien fonctionné. Ils vont très, très bien. En ce moment, on a un record de présence de baleines à bosse dans le secteur. C'est extraordinaire.
autres espèces, c'est plus difficile. Les belugas du Saint-Laurent sont en voie de disparition. Il en reste un peu moins de 900, sont en déclin d'environ 1 % par année. Donc, pour eux, l'alarme est rouge, là. Il faut vraiment qu'il y ait des actions qui soient posées très, très vite. Pour les belugas, c'est probablement un cumul de facteurs. Il y a une réduction de l'abondance des proies. Donc, il y a un peu moins de poissons. Est-ce que ça les affaiblit? Il y a beaucoup de contaminants chez les belugas, donc ça aussi joue sur leur santé. Il y a une augmentation du trafic maritime et là-dessus, on est tous responsables de l'augmentation du trafic maritime. Tout ce qu'on consomme à peu près vient par bateau, donc tout ce trafic-là a un impact sur les belugas, mais on ne sait pas exactement comment. Donc, est-ce que ça serait en modifiant les routes des navires qu'on irait chercher des gains? Est-ce que c'est en faisant des espèces de trajets de bateaux, donc les bateaux à la queue leu-leu pour qu'il y ait du bruit intensément une fois dans la journée, mais qu'ensuite ça soit tranquille? Ça fait partie des pistes qui sont explorées. Comme elles s'alimentent de très petites proies, des petits poissons comme du lançon, par exemple, pour notre petit rorqual, ils vont prendre des énormes bouchées. Ils en prennent plusieurs à la fois, mais le problème avec tout ça, c'est qu'à chaque bouchée, il y a énormément d'eau qui se retrouve à l'intérieur aussi. Donc, comment est-ce qu'on réussit à se débarrasser de l'eau sans se débarrasser de la nourriture? Bien, une fois qu'on a pris son énorme bouchée, on referme. On laisse un petit espace entre les lèvres, là où se retrouvent les fanons. Ça va permettre à la baleine de... on contracte le tout, on expulse l'eau et les fanons servent de filtre. C'est comme ça qu'ils réussissent justement à s'alimenter de manière très efficace. Est-ce que l'observation vient déranger les baleines? Il y a certainement du dérangement. Toute présence sur l'eau, que ce soit en kayak, que ce soit en bateau à moteur, c'est quand même un obstacle dans leur lieu où ils viennent s'alimenter. Par contre, il y a aussi des gains extrêmement positifs qui peuvent être faits. Il n'y a rien comme de voir quelque chose, de le découvrir, de mieux le comprendre, de mieux le ressentir pour avoir envie de faire les compromis nécessaires à la conservation. Parce que la conservation, c'est toujours des compromis, finalement, c'est changer nos habitudes. Puis je pense qu'on est beaucoup plus enclin à changer nos habitudes quand on a vu puis qu'on a compris à quel point c'est majestueux une baleine. Cette partie musclée qui relie la queue au corps de la baleine. La deuxième tout près. Mai à novembre, on parle de notre saison des baleines. Les belugas, bien comme c'est une population qui réside ici dans le Saint-Laurent, les nombres sont évalués autour de 900 individus qui résident dans le Saint-Laurent. Pour les autres, les nombres exacts, chaque année, on n'a pas tout à fait le même nombre de visiteurs. Mais par exemple, si parmi les individus qu'on reconnaît, parce que ça fait partie aussi des recherches qui sont effectuées, comment qu'on retrace, comment parfois on dénombre, bien, il faut faire la différence entre les individus qui s'y trouvent. Au fil des ans, on a environ, là, à notre catalogue, à notre album de famille, par exemple, de rorqual commun, pour notre secteur du parc marin, c'est environ 130 quelques individus qui s'y trouvent. Oui. Chaque espèce a une durée de vie différente. Le marsouin va vivre environ 30 ans, mais le beluga va vivre comme un être humain, entre 60 et 80 ans, si tout va bien dans sa vie. Donc, de se rendre compte aussi que les baleines ont une durée de vie comparable à la nôtre, c'est là qu'on se dit « Wow! Vraiment, les baleines ont beaucoup plus qui nous ressemblent que ce qu'on pourrait penser. » Ça tourne autour d'une douzaine d'employés, mais l'été, avec toute l'effervescence de la saison, on monte à plus d'une quarantaine de personnes qui travaillent, que ce soit à la fois pour nos équipes de recherche, nos équipes aussi d'éducation, puis les équipes de recherche incluant aussi tout le volet du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, donc le centre d'appel qui se trouve ici. Donc là, c'est bien dynamique, là, justement, pendant l'été.
grand défi, c'est d'étudier des animaux qui passent très peu de temps à la surface. Donc finalement, ce qu'on voit des baleines, c'est souvent juste 10 de leur corps. C'est vraiment le haut de leur dos qu'on voit. Donc pratiquement tout ce qu'elles font, ça se passe loin de nos yeux, loin de nos oreilles, loin de nos capacités de les détecter même. Donc, il y a beaucoup de mystères qui restent autour des baleines parce qu'elles sont difficiles à étudier. On ne peut pas mettre des caméras sous-marines dues à la turbidité, donc au fait que l'eau est trop opaque, trop sombre pour qu'on puisse voir à travers. Mais les drones, en ce moment, nous donnent une perspective tellement nouvelle, tellement incroyable, parce que du haut des airs, en pouvant être plus loin des baleines, on est capable d'avoir une vue de qu'est-ce qu'elles font. Donc, ce n'est plus juste quelques 10 d'eau, on est capable de les voir en entier. Et là, ça, c'est en train de révolutionner notre capacité de comprendre les baleines. D'année après année, est-ce que les belugas restent en bonne forme? Est-ce que la communauté qui vient dans le Saguenay est plus maigre que celle qui vit plutôt sur la rive sud? C'est ce genre de choses-là qu'on va être capable d'aller chercher grâce aux photos prises par drone. On est aussi capable de voir la grossesse. Donc, est-ce que les femelles sont capables de mener à terme leur grossesse? Est-ce qu'elles sont trop maigres par rapport à leur grossesse ou est-ce que ça va bien? Ça va nous donner vraiment une meilleure compréhension de ce qui se passe. Les plaisanciers aussi, on travaille avec eux à les sensibiliser parce que même en kayak, même si on a l'impression que la baleine vient vers nous, on reste dans son habitat. Et c'est le fait qu'on soit des milliers à utiliser le fleuve qui devient problématique parce que, bon, une rencontre avec un kayak, c'est bénin, mais si dans une même journée, on rencontre 75 kayaks, bien, c'est 75 fois qu'on s'interrompt dans nos activités essentielles comme se nourrir. Et là, ça peut avoir des impacts. Donc, c'est en sensibilisant chacune qu'on va réussir à faire des gains importants. Ce qu'on souhaite au GREM, c'est de pouvoir continuer nos travaux à long terme. C'est en ayant des données qui datent depuis longtemps qu'on est capable de voir les modifications, de voir les tendances à long terme. Et ça, c'est ce qui nous permet de soit lever le drapeau rouge quand les situations changent ou de pouvoir mesurer nos gains avec le temps. D'étudier à long terme, ça nous donne beaucoup de profondeur à nos données, beaucoup de richesse. Ça permet de créer des mesures de conservation plus précises, plus efficaces. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir la capacité financière de le faire à long terme.